la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle « La philosophie du quotidien » consacré cette année à l'identité, Jean-Claude Dupont décrypte les rapports entre le cerveau, l'esprit et l'identité. Bonjour et bienvenue à cette troisième séance du cycle consacré à l'identité. Lors des deux premières séances, nous sommes penchés sur l'identité collective et notamment sur la notion de malaise identitaire. Et les deux prochaines séances seront, elles, plutôt tournées vers les sciences. Que peuvent nous apprendre l'histoire et la philosophie des sciences sur l'identité? Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Jean-Claude Dupont. Vous êtes professeur d'histoire et de philosophie des sciences à l'université de Picardie Jules Verne. Vous êtes membre du Centre d'histoire des sociétés, des sciences et des conflits, une équipe pluridisciplinaire, philosophe, psychologue, médecin, historien, et vous êtes responsable, vous, de l'axe d'histoire des sciences. Sur le cerveau, vous avez publié une histoire de la neurotransmission, ouvrage qui a reçu un prix de l'Académie des sciences, et on reviendra peut-être après l'exposé sur cette histoire de la neurotransmission. Toujours sur le cerveau, vous avez dirigé l'exploration cérébrale, histoire récente et nouveaux outils. Sur la mémoire, vous avez dirigé également histoire de la mémoire, pathologie, psychologie et biologie. Enfin, vous avez publié une invention du médicament, une histoire des théories du remède, car vous êtes également pharmacologue et biochimiste. Ouais. Nous allons voir aujourd'hui avec vous quels sont les liens entre la mémoire, le cerveau et l'identité. Bien, merci beaucoup et merci de cette très gentille invitation à tous les organisateurs du séminaire. Et merci au public d'être là, parce que c'est pas évident aujourd'hui, j'ai l'impression. Voilà, donc il sera question effectivement de l'identité, mais de l'identité psychologique, c'est-à-dire de l'identité individuelle, de notre sentiment d'identité, plus que d'autres formes d'identité. Vous avez maintenant une sorte d'inflation sur la question de l'identité sociale, l'identité de genre, etc., etc. Nous, on se limite à l'identité psychologique et dans ses rapports avec le cerveau. Donc il sera question des rapports de l'identité psychologique et du cerveau au cours de l'histoire. Donc on va voir comment a évolué un petit peu cette question des traces cérébrales de notre identité, qui est une notion qui n'est pas évidemment sans poser beaucoup de problèmes. Y a-t-il des traces de notre identité au niveau cérébral? Et on va voir comment cette question des traces cérébrales de l'identité a été examinée, critiquée, a évolué au cours de l'histoire. Alors on va, comme point de départ, partir sur une citation, une citation d'un neuroscientifique, d'une neuroscientifique qui s'appelle Greenfield, qui est assez caractéristique de la position des neuroscientifiques en général sur la question de l'identité. Alors voilà ce qu'elle dit. Le fondement biologique de l'esprit est la personnalisation du cerveau à travers des configurations dynamiques uniques de connexions neuronales, mues par des expériences uniques. Donc, au fond, pour cette scientifique, mais c'est une opinion qui est largement partagée par ses collègues, notre identité correspond à des connexions neuronales particulières, uniques, et au fond, c'est ce qui fait notre mémoire-identité. Alors, effectivement, je détaille un petit peu au deuxième paragraphe, il y a ce qu'on appelle le postulat de l'identité psychophysique. Le postulat de l'identité psychologique
l'identité personnelle est assimilée aux connexions neuronales acquises par un cerveau, par notre cerveau, qui est doué de plasticité, donc, et qui est expérience dépendant. Autrement dit, ça ne fait pas de doute pour cette neuroscientifique et ses collègues que nos expériences s'inscrivent, sont engrammées dans notre cerveau sous forme de connexions synaptiques. Chacun a ses connexions synaptiques et ceci correspond aux différentes identités, aux identités de chacun. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est d'abord donc faire une brève histoire des traces, de la notion de traces mémorielles. Quelle est l'origine du postulat des traces mémorielles, des traces cérébrales? On va voir qu'elle est fort ancienne, puisque Platon, Aristote parlent déjà des traces qui sont dans notre esprit. Dans un deuxième temps, on verra la difficulté de certaines difficultés de cette théorie des traces, notamment liées au fait que la mémoire va se révéler comme multiple. C'est-à-dire qu'il y a une complexité, on va voir, de l'organisation de la mémoire qui va être mise en évidence à partir du XIXe siècle, qui va compliquer la question des traces. Est-ce que ces différentes mémoires correspondent à différentes traces? Et donc la question se complique considérablement à partir du XIXe. Et puis dans un troisième temps, on va envisager les traces mémorielles de l'identité, le lien de cette notion de trace mémorielle avec la question de l'identité, jusqu'à quel point cette neuroscientifique a raison, finalement, jusqu'à quel point les traces mémorielles correspondent réellement à notre identité. L'identité personnelle se réduit-elle aux traces cérébrales? C'est ce qu'on appelle la question de la réduction, en philosophie, donc. Donc on va essayer, donc, en 3 temps, d'aborder ces questions. Alors, il faut quand même, avant d'aborder la question, dire que la mémoire-identité est une question philosophique, au départ, et une question embarrassante. On peut faire démarrer la question, le questionnement à partir de Descartes, par exemple. Descartes, le fameux « je pense, donc je suis ». La pensée est l'acte d'une substance. Et nous sommes essentiellement des êtres conscients de nous-mêmes, des êtres qui pensent, ce qui, pour Descartes, définit notre identité personnelle. Sauf que une question se pose: si à tout moment la pensée est l'acte d'une substance, comme dit Descartes, est-ce la même substance qui a pensé hier et qui pense aujourd'hui? Autrement dit, si je perds la mémoire, est-ce que je suis encore la même personne? Est-ce que un homme qui perdrait la mémoire de son passé serait un autre homme, aurait une identité différente? Alors, ces questions, elles sont posées donc par Locke, par Leibniz, et pour Locke, par exemple, il est clair que si je perds ma mémoire, je perds mon identité. Donc, la théorie de la mémoire-identité est venue, en quelque sorte, comme une réponse, comme un complément à la réflexion de Descartes, je pense comme je suis, donc je suis, oui, mais auquel on a ajouté un facteur temporel, si vous voulez. Donc Leibniz dit que, de la même façon, un homme qui perd la mémoire de son passé serait un autre homme. Donc, en somme, pour résumer, il faut distinguer la persistance dans le temps de l'homme, de l'humain, du sujet, comme on dit en philosophie, et puis la persistance de la personne. Et ce sont 2 questions différentes. Ce qui fait l'identité personnelle, pour Locke, pour Leibniz, c'est la conscience des actes et pensées passés.
la conscience que ce passé ne fait qu'un avec le présent. Et c'est l'origine philosophique de la notion de mémoire-identité, sur laquelle on reviendra en troisième partie, donc. Autrement dit, bien la question, c'est l'origine de ce postulat, finalement, de la mémoire-identité. Alors évidemment, cette réponse, qui paraît assez simple, au fond, mon identité, c'est ma mémoire, c'est l'ensemble de mes souvenirs, en réalité soulève des questions complexes qu'on ne va pas trop aborder ici, mais des questions, des critiques. Par exemple, les critiques britanniques, si on reste dans la philosophie, critique de David Hume, par exemple, qui dit que il n'y a qu'une illusion d'identité qui correspond à notre mémoire, par exemple, ou alors des critiques de type analytique. Par exemple, il y a Vincent Descombes qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les embarras de l'identité », qui est un ouvrage difficile à lire, mais qui essaye d'expliquer de manière logique pourquoi on ne peut pas identifier la mémoire et l'identité. Et puis on a la critique phénoménologique, on a parlé de la conscience. Est-ce que l'identité, ça n'est pas plutôt la conscience que la mémoire? Donc là, on s'oriente vers la phénoménologie, vers Husserl, etc. Ce ne sont pas les voies qu'on va aborder ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de l'approche scientifique. Donc on va prendre comme postulat cette notion de mémoire-identité. On va admettre que la mémoire, est constitutive de l'identité, et on va voir comment les sciences, à partir surtout du XIXe siècle, vont développer cette notion qui va prendre le nom de mémoire autobiographique. Donc la mémoire autobiographique qui va constituer la mémoire identité. Et on va voir comment cette question de la mémoire autobiographique croise la question des traces mémorielles, donc qu'on a définies tout à l'heure. Donc commençons notre brève histoire des traces mémorielles aux origines, c'est-à-dire chez les Grecs. Alors très brièvement, les Grecs développent la notion de typos, qui veut dire empreinte. Donc, il y a une métaphore qui est utilisée, qu'on trouve aussi bien chez Platon que chez Aristote. Les souvenirs correspondent sont analogues à des empreintes qui, dans la cire de l'esprit. Dans la cire de l'esprit et même dans la cire de l'organe qui pense, qui est le cerveau chez Platon, mais qui est le cœur chez Aristote. Donc il y a cette métaphore du sceau qui imprime dans la cire, et les souvenirs, eh bien, ce sont ces impressions, ces empreintes. Alors il y a une autre métaphore qui est utilisée, qui est la notion de trésor. Donc la mémoire est comme un trésor, et comme une cage avec des oiseaux, et les oiseaux représentent les souvenirs. Alors ce sont des approches métaphoriques, mais elles témoignent déjà d'une préoccupation d'essayer de comprendre ce qui se passe finalement dans l'esprit, ou dans le cerveau, ou dans le cœur, au moment où on mémorise, au moment où on retient, au fond, nos souvenirs, nos expériences. Alors Aristote, par ailleurs, va développer, va bien distinguer deux éléments dans la mémoire, qui est la mémoire, proprement dite, qui pour nous est la mémorisation, donc la mémorisation, qui est distincte de la remémoration, qu'il appelle réminiscence. La remémoration, c'est se rappeler, c'est le rappel. Donc il y a au moins deux éléments, deux processus distincts dans ce qu'on appelle mémoire. La mémorisation, l'empreinte, et la remémoration, qui est le rappel du souvenir. Et là, ce qui permet évidemment la remémoration, c'est l'âme. Donc on est dans évidemment une psychologie
antique, qui est animiste, c'est l'âme qui permet la remémoration. Alors cette idée on va progresser un petit peu dans l'Antiquité, on va considérer le médecin Galien, qui est le plus grand médecin de l'Antiquité, probablement, second siècle après Jésus-Christ, et lui, il n'y a pas de doute pour Galien qu'il y a une inscription cérébrale, donc il y a des traces mémorielles de nos souvenirs dans la matière cérébrale, sans qu'il localise de manière précise le lieu, évidemment, de lieux cérébraux qui correspondraient à ce processus. Néanmoins, la mémoire est inclue dans la matière cérébrale. Alors pourquoi j'insiste sur le nom matière ? Parce qu'il y a une autre inscription possible, qui est l'inscription ventriculaire. Vous savez que le cerveau contient des cavités qu'on appelle des ventricules. Et les pères de l'Église vont développer l'idée, notamment Augustin, pour les latins, vont développer l'idée que les facultés seraient inscrites dans ces ventricules cérébraux, donc dans les creux, si vous voulez, plutôt que dans la matière cérébrale. Et souvent, parce qu'il y a beaucoup de théories cellulaires, enfin il y en a un certain nombre, les Arabes vont les reprendre, etc. Les traces mémorielles, la mémoire se situe dans la 2e ou la 3e cellule, donc plutôt dans la partie médiane ou postérieure du cerveau. Donc on est sur la voie d'une incarnation, en quelque sorte, dès l'origine, d'une incarnation des souvenirs, une incarnation des souvenirs. Alors on peut continuer avec, on retrouve ici Descartes, la période moderne. Alors Descartes va développer, vous savez, un modèle physiologique, un modèle de cerveau qui est, donc le cerveau pour Descartes, en gros, est parcouru en tous sens par des esprits animaux. C'est le modèle des esprits animaux. Et il développe ça dans le traité de l'homme, dont tout est expliqué par les mouvements des esprits animaux. Et la mémoire est également expliquée par les mouvements des esprits animaux. Alors, pour Descartes, au moment de la mémorisation, les esprits animaux empruntent différents canaux. Il compare un peu le cerveau à une éponge avec des trous, vous voyez. Donc les esprits animaux, au moment de la mémorisation, par exemple d'une image, passent par des orifices. Donc les orifices, évidemment, finissent par s'agrandir. Du coup, au moment du rappel, eh bien, les esprits animaux réempruntent les mêmes chemins, beaucoup plus facilement. Et c'est un processus, chez Descartes, le rappel, qui est donc un processus physique, mais qui dépend quand même d'une âme. Vous vous souvenez de l'histoire de la glande pinéale. Donc l'âme est capable d'incliner la glande pinéale pour infléchir la trajectoire des esprits animaux, et c'est ainsi qu'on se rappelle. Donc c'est une représentation physiologique. Alors Descartes ne se fait pas d'illusions sur la réalité, on est encore dans la métaphore pour l'instant. C'est un programme de recherche, dit Descartes, à charge aux générations futures d'améliorer ce modèle et surtout de le faire reposer sur des bases empiriques, sur des bases expérimentales. Là, on est juste dans la métaphore encore. Alors, évidemment, il y a des difficultés de ce modèle cartésien, qu'on appelle le désordre cognitif ou le désordre mental. Comment expliquer par ce modèle le rappel des souvenirs ? Alors, je vous ai expliqué quelque chose d'assez étrange avec la glande pinéale. Ça ne va pas convaincre du tout les critiques de Descartes, notamment les critiques britanniques, par exemple Locke. Donc ça, pour eux, c'est complètement fantaisiste. Comment expliquer l'indépendance des souvenirs ? Comment est-ce que les souvenirs ne se mélangent pas entre eux dans toutes ces voies qu'empruntent les esprits animaux ? Donc, comment distinguer les souvenirs réels de choses qu'on a vues, des images qui proviennent de l'imagination qui ne correspondent pas à des choses réelles ? Donc,
il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle donc un désordre cognitif, en réalité un désordre mental. Quand on perd ses souvenirs, je vous rappelle qu'on n'est plus le même. Et c'est dangereux pour les critiques de Descartes. Et puis aussi, comment expliquer les liens de la mémoire au temps ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut expliquer par ce modèle que les souvenirs soient permanents ou pas ? Donc, qu'est-ce qui se passe où on oublie, au fond ? Et comment retenir l'ordre temporel des souvenirs ? C'est-à-dire qu'on a des souvenirs qui sont plus anciens que d'autres. Et comment est-ce que le cerveau de Descartes pourrait retenir l'ancienneté, pourrait ordonner dans le temps, si vous voulez, chronologiquement, les souvenirs, comment différencier les souvenirs récents des souvenirs, des souvenirs anciens. Alors, ce modèle, évidemment, il n'explique pas du tout toutes ces questions. Il n'explique pas du tout toutes ces questions, mais c'est grave, parce que le désordre cognitif, le désordre mental, entraîne le désordre moral. Donc on est au XVIIe siècle. Alors il y a on est au XVIIe siècle, et ici la citation, c'est une citation du XVIIIe siècle d'un romancier qui s'appelle Laurence Sterne, qui a écrit la vie et les opinions de Tristram Shandy, gentleman. Donc c'est une sorte, Tristram Shandy dans le roman, c'est un personnage qui commence par une ascension sociale, on va dire, et puis à un moment donné, une descente. Alors il perd sa fortune, il acquiert de mauvaises habitudes, il commence à boire, etc. Et d'où le titre, la vie. La vie de Tristram Shandy, en fait, grandeur et décadence. Donc c'est un thème qui est très fréquent au XVIIIe, dans les romans, avec évidemment une fin morale. Qu'est-ce qu'on peut, voyez ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc il y a alors je ne sais pas si vous vous souvenez du film Barry Lyndon. C'est pas tiré de ce roman-là, c'est tiré d'un roman du 19e, mais c'est exactement la même histoire en fait, grandeur, décadence à la fin. Alors ce qui est intéressant pour ce qui nous intéresse, pour nous, c'est que le désordre moral, il est rapproché par l'écrivain au modèle physiologique cartésien, aux esprits animaux. Vous voyez, les esprits animaux, finalement, ils voyagent en tous sens, ils sont mal contrôlés par l'âme, et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, l'opprobre sur le modèle physiologique cartésien, elle n'est pas seulement cognitive, elle est aussi, et c'est beaucoup plus grave, on est au XVIIe, au XVIIIe, morale. Et donc il y a un rejet de ce modèle avec différentes conséquences. Soit on va trouver différentes stratégies, soit on va essayer d'élaborer des modèles physiologiques différents. Ça, par exemple, ce sont les théories corpusculaires, donc de Digby, Hooke, Boyle. Alors, c'est simple, au lieu de mouvements d'esprits animaux, on dit les souvenirs sont de petites corpuscules matériels. Donc, et c'est ça, au fond, alors on est dans la voie de la matérialisation. D'ailleurs, ce sont des chimistes, Hooke, Boyle, etc., de grands chimistes. On est dans la perspective, on est dans les fondateurs de la Royal Society, donc c'est le nec plus ultra des savants de l'époque. Ou alors, on adopte une théorie ondulatoire, celle de Hartley. Les idées sont des ondes, et la persistance des idées, c'est la persistance de ces ondes. Donc, vous pourrez observer que ces modèles sont inspirés de la chimie et de la physique de l'époque. En fait, on fait appel, aux sciences de l'époque. Ou alors, autre possibilité, on est sceptique sur la notion de trace elle-même. Tout ça, ce sont des romans. Les traces n'existent pas. Évidemment, alors c'est la position de Glanville, de Moore, là on est au XVIIe. On est dans une position spiritualiste, quelque part, qui est largement inspirée de Platon, une position néo-platonicienne,
qui est à la mode, Platon qui est à la mode aussi au XVIIe et au XVIIIe. Comme on a tendance à rejeter Aristote, Platon, la cote de Platon, si je peux dire, augmente. Ou alors, autre possibilité, c'est du côté des neurologues, comme Willis. Willis, c'est certainement le plus grand neurologue du XVIIe. Il a une théorie sur la mémoire, et il y a une localisation particulière de la mémoire. Si je me souviens bien, c'est le corps calleux, mais il faut que je vérifie. C'est un anatomiste aussi. Donc là, on revient un petit peu à du Galien, sauf que c'est beaucoup plus précis. Évidemment, Willis n'a pas expérimenté sur ces domaines, mais enfin, on est quand même dans le domaine neurologique. Ou alors, autre possibilité, quatrième possibilité, c'est l'élaboration de modèles purement psychologiques. Donc la mémoire, ce qui doit traiter de la mémoire, c'est de la psychologie, des traces du cerveau, on ne peut rien en dire, et c'est justement la position de Locke. Bon, là, cette diapo visait à expliquer en quoi, en fait, les différentes difficultés du modèle cartésien étaient pour certaines relevées, d'autres pas du tout, mais que de toute manière, quels que soient les modèles, il y a toujours cette âme. Il y a toujours cette âme qui, très souvent, pilote en quelque sorte le processus, notamment la remémoration. Donc c'est une fausse matérialisation en réalité. On est encore dans le domaine de la métaphore, on est dans le domaine de la rhétorique, pour l'instant. Mais simplement, les discours sur la mémoire, les discours rhétoriques sur la mémoire, sont extrêmement riches dès la période du XVIIe et du XVIIIe. Alors, le modèle de Locke, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est le modèle de Hartley dont je vous ai parlé, le modèle ondulatoire. Il y a une concurrence, donc, entre les corpuscules et les ondes dans le modèle des traces. Bon, mais c'est pas... Alors, si on fait un bilan, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on élabore des modèles physiologiques, souvent inspirés de la physique et de la chimie de l'époque, pour expliquer les souvenirs, l'inscription corporelle des souvenirs, mais ce sont des dispositifs qui sont rhétoriques, qui visent à mieux cerner les difficultés liées à la mémoire et finalement d'essayer de proposer des hypothèses sans bien sûr qu'il y ait la moindre base empirique. C'est la différence avec les neurosciences qu'on va aborder tout de suite là. C'est que, au fond, ce sont des modèles qui font appel à l'imagination débordante de nos philosophes, mais qui ont un sens, qui répondent à des questions qui sont réelles. Par exemple, la question de la permanence des souvenirs. Pourquoi est-ce qu'on oublie ? Pourquoi des souvenirs anciens et des souvenirs récents ? On essaye de traiter quand même ces questions. Et en dépit de cela, en dépit de la prolifération de ces modèles, il y a toujours cette âme qui est là. Alors, de Descartes il n'y a jamais de matérialisme intégral au XVIIe, au XVIIIe. C'est très rare, au XVIIIe ça commence à venir, mais on n'est pas dans un matérialisme intégral. On est dans des positions qui sont vitalistes. On n'est pas comme dans un matérialisme intégral comme on le trouvera par exemple au XIXe siècle. Donc voilà, finalement, la science de la mémoire n'est pas faite à la fin du XVIIIe. On est aux origines d'une pensée, mais on n'est pas au commencement d'une science. Alors il y a un intermède dans l'histoire des traces mémorielles. Alors là, on est au XIXe siècle, qui est l'intermède de la mémoire organique. Qu'est-ce que c'est que la mémoire organique qui a été développée par Ewald Hering, notamment, qui est un Allemand? La mémoire comme fonction générale de la matière organisée, 1870. C'est un essai qui va avoir une influence considérable au XIXe et qui rapproche la mémoire identité, la mémoire psychologique, avec la mémoire génétique. C'est-à-dire qu'il rapproche la mémoire psychologique de la mémoire biologique. Et pour Hering et les partisans de la mémoire organique, il existe une seule matière qui a des propriétés particulières, des propriétés de plasticité, et cette matière est à la fois le support de notre génétique, c'est-à-dire notre identité biologique,
qui se transmet donc de génération en génération, et puis la matière de nos et puis la matière plastique qui permet de retenir cette fois les expériences vécues. Donc il y a une espèce de volonté d'unification de la mémoire biologique et de la mémoire psychologique. Une thèse qui va être la mémoire organique qui va être reprise donc au XIXe siècle, qui va avoir un succès considérable, mais qui finalement cette idée qui finalement ne durera pas, puisque cette idée de la mémoire organique va être réfutée, notamment par un très grand biologiste qui s'appelle Auguste Fessmann, qui va montrer que il n'y a pas de mémoire organique, il n'y a pas de matière commune entre qui pourrait constituer la base des deux phénomènes, mémoire psychique et mémoire biologique. Pour la mémoire biologique, c'est le matériel génétique. Plus tard, on dira ce sont les chromosomes, etc. Et pour la mémoire psychologique, c'est la matière cérébrale. Donc plus tard, on dira les neurones, etc., etc. Et ce sont deux phénomènes qui sont différents, même si à chaque fois on parle de mémoire. Donc pourquoi je dis c'est un intermède ? Parce que finalement, cette théorie de la mémoire organique, vous voyez, c'est une orientation des sciences dans une impasse qui va retarder beaucoup le développement de l'histoire des traces et de la mémorisation au niveau cérébral, parce que et qui va retarder aussi par ailleurs la génétique. Donc on pourra revenir un peu là-dessus si vous voulez, mais c'est une impasse qui va retarder, par exemple, le mendélisme, la théorie des chromosomes, la théorie des gènes, etc. Parce qu'on n'est pas du tout dans la même orientation. Alors, on arrive à la fin du 19e et émerge enfin un objet scientifique qu'on va appeler la mémoire. Mais pour cela, il a fallu dépasser les obstacles dont on a parlé finalement depuis le départ. La mémoire, l'obstacle de la philosophie de la connaissance. Donc la mémoire, c'est pas simplement, comme dirait Kant, une condition nécessaire à la connaissance. Donc il faut, non pas exclure la mémoire du champ de la philosophie, mais il faut disons, quitter cette idée que la mémoire, c'est juste un concept philosophique. Les arts de la mémoire, ce sont les procédés mnémotechniques qui existent depuis l'Antiquité. Les arts de la mémoire, c'est au fond sont aussi un obstacle, parce que finalement c'est une conception de la mémoire qui est très utilitaire. Donc comment améliorer sa mémoire, etc. Ça existe encore. Alors on a des procédés que les anciens ont développé, qu'on appelle la méthode des lieux. Mais si on dit qu'il n'y a qu'une mnémotechnie, il ne peut pas y avoir de science de la mémoire. Donc il faut aussi dépasser ça. De toute façon, les arts de la mémoire au XIXe siècle n'existent quasiment plus. La psychologie des facultés, ça c'est ce que dit Descartes, ce que disent Locke aussi. La psychologie des facultés, c'est la première forme qu'a prise la psychologie, qui va considérer que notre esprit est constitué d'un certain nombre de facultés, la mémoire, l'imagination, etc., mais qui ne va pas approfondir les aspects matériels de ces facultés. Donc il faut aussi développer, se séparer, dépasser, comme on dit, la psychologie des facultés. Il faut dépasser les modèles physiologiques rhétoriques, ça je vous en ai parlé juste avant, et puis il faut dépasser cette illusion de la mémoire organique, cette volonté d'unifier à tout prix ce qui n'est pas unifiable. Alors ça, ce sont des conditions intellectuelles du développement de la mémoire comme objet de science, dépasser ces obstacles, et un certain nombre d'auteurs vont, à la fin du 19e, dépasser ces obstacles et faire expérimenter et commencer un savoir, initier un savoir à la fois expérimental mais aussi clinique sur la mémoire. Alors ce sont par exemple les Binghaus, les expériences d'Hermann et Binghaus sur la mémoire, dont on pourra parler, mais là il faut que nous avancions. Donc on pourra revenir sur
ces premières expériences, en fait, qui ont été réalisées sur la mémoire, qui consistaient, en fait, à essayer de comprendre comment on pouvait retenir des syllabes sans signification, combien de syllabes sans signification, des listes, vous voyez, et combien de temps on pouvait les garder en mémoire, ces syllabes sans signification. On peut faire des expériences comme ça. Des expériences de clinique. Alors Ribot, Théodule Ribot écrit « Les maladies de la mémoire », ou qui sont des observations des cas d'amnésie, donc une approche médicale ou disons psychopathologique, une approche aussi de neuropsychiatrie déjà. Sergueï Korsakov, fin 19e, c'est l'amnésie de Korsakov. L'amnésie de Korsakov, c'est une amnésie qui a lieu chez les alcooliques, chronique, mais déjà bien chronique. C'est une perte, c'est une amnésie antérograde, c'est-à-dire que la personne n'est plus capable d'apprendre des choses nouvelles. Elle garde ses souvenirs anciens pendant un certain temps, donc on n'est quand même pas dans la démence au début, mais elle est incapable d'acquérir de nouveaux souvenirs. Donc, et c'est tout à fait particulier. Et Korsakov va essayer de localiser dans le cerveau, bien sûr, les lésions qui correspondent à cette amnésie, mais sans succès d'ailleurs. Et puis il y a le développement de la neurologie avec l'inventeur du neurone, Santiago Ramón y Cajal, qui va faire aussi des hypothèses sur la mémoire, mais là, et les traces mémorielles, mais cette fois qui vont impliquer les neurones, donc on en reparlera. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin à la fin du 19e ? À la fin du 19e, on considère que le réflexe est le mécanisme fondamental du système nerveux, et on va toutes les fonctions, même les plus complexes, même la mémoire, finalement, seraient susceptibles d'un fonctionnement sur la base d'un réflexe, sur la base des réflexes. Et c'est ce qu'on appelle la représentation sensorimotrice. La représentation sensorimotrice, c'est à la fois une représentation sensorimotrice du cerveau et de l'esprit. Et donc, la neurologie, la neurophysiologie, la psychophysiologie, à la fin du 19e, vont développer des hypothèses sur la base de la représentation sensorimotrice du cerveau, et la mémoire va être incluse dans ces hypothèses. On a des modèles neurologiques de la mémoire impliquant les voies nerveuses qu'on n'a pas encore identifiées, on n'est qu'à la fin du 19e. Alors c'est Alexander Bain, Théodule Ribot, dont on a déjà parlé, William James. Pour ces gens, c'est clair que la mémoire a quelque chose à voir avec les voies nerveuses. Les voies nerveuses sont supposées douées de plasticité, c'est-à-dire pouvoir se modifier en fonction de l'expérience. Et là, on a déjà une précision quand même. On n'est plus tout à fait dans la métaphore de l'empreinte, par exemple, du tupos, vous vous souvenez. On est dans quelque chose qui commence à prendre une consistance anatomique. Et il est clair qu'une odologie, c'est-à-dire une étude systématique des voies nerveuses, semble nécessaire. Et effectivement, c'est ce que Cajal, par exemple, va commencer à faire. Ramón y Cajal améliore donc les techniques et décrit des réseaux de neurones impliquant des centres nerveux, et il va faire l'hypothèse de l'expansion et de la croissance des synapses. Il est partisan des synapses, des neurones, donc de la synapse. Il y a expansion et croissance des synapses liées à l'apprentissage. Et donc, on est dans cette même veine d'une plasticité, mais simplement, c'est un petit peu plus précis avec Cajal. Alors, malheureusement, si je puis dire, les études... alors, ça semble bien parti pour les traces. On est là au début du XXe. Malheureusement, il y a un autre intermède dans l'histoire des traces, qui est celle du behaviorisme. Alors, le behaviorisme, c'est le comportementalisme. Donc c'est quelque chose qui a été développé, c'est la tendance dominante de la psychologie dans la première moitié du XXe, c'est quelque chose qui a été développé par Watson
Et au fond, la psychologie doit s'intéresser uniquement au comportement. La psychologie, c'est l'étude des comportements. Ce qui fait que la mémoire, par exemple, c'est un comportement réflexe inhibé. Quand on réfléchit, on n'agit pas. Donc, c'est une inhibition de l'action. Donc, tout est interprété en termes de comportement. Du coup, il y a évidemment un désintérêt pour la notion de trace. Et donc, voilà pourquoi on peut dire que c'est un intermède, parce qu'au fond, ces auteurs-là, ces psychologues-là, je vous rappelle que, inspirés par Pavlov notamment, ces psychologues-là ne s'intéressent pas du tout au cerveau et ne s'intéressent pas du tout, donc encore moins aux traces cérébrales. Il faudra attendre, pour le retour de l'intérêt du cerveau, il faudra attendre dans les années 50, enfin 40-50, 1940-1950, le modèle de Donald Hebb. Donald Hebb, c'est un théoricien qui va théoriser la notion de réseau de neurones. Donc là, on est sur la voie des neurosciences. Et Donald Hebb va formaliser notamment la notion de plasticité synaptique. Donc, qu'est-ce qui est plastique dans le cerveau? Ce sont les synapses. Donc, les synapses, c'est-à-dire que les neurones se connectent, se déconnectent au fur et à mesure, si vous voulez, qu'on retient, on mémorise des informations. Donc, Donald Hebb va formaliser ça et inciter sur la notion que les connexions neuronales peuvent être renforcées ou affaiblies. Et c'est ce qui fait la constitution du souvenir. Quand les connexions neuronales sont renforcées. Donc ce sont pas les neurones poussent pas dans tous les sens, comme le pensait Cajal. Il n'y a pas comme des vers, c'est pas ça. Ce sont à partir de Hebb, ce sont des connexions synaptiques qui se défont, et les neurones restent en place. Ça bouge pas comme ça. Donc, on améliore, vous voyez, on progresse un petit peu dans la matérialisation des traces. Et on peut même progresser jusqu'à l'échelle moléculaire. Ce sont les fameux travaux de Kandel. Kandel explique, au niveau là vous reconnaissez une synapse, là à droite, au niveau moléculaire, il explique comment les synapses peuvent être renforcées à long terme, à moyen terme. Donc, c'est une dissection. Il a eu le Nobel pour ça. C'est une dissection jusqu'au niveau moléculaire de la notion de trace. Bon, le modèle, il est aussi encore travaillé aujourd'hui. Alors là, on reprend le postulat donc du coup, on comprend ce que veut dire cette neuroscientifique, le fondement biologique de l'esprit, la personnalisation du cerveau à travers des configurations dynamiques uniques de connexion neuronale. C'est la phrase que je vous ai projetée au début. Là, vous voyez d'où ça vient. En réalité, mu par des expériences uniques. Alors, très rapidement, là, on va voir un petit peu les difficultés de la notion de trace, parce que je voudrais parler d'identité quand même, la notion de trace confrontée à la multiplicité des mémoires. Alors, à partir du 19e, on va prendre conscience de la complexité, en réalité, de la mémoire. Alors, je vous ai parlé de la dynamique générale de fonctionnement de la mémoire, la mémorisation et la remémoration. Donc ça fait déjà deux processus différents qui sont déjà identifiés depuis Aristote, par Aristote. Ce sont deux choses différentes. Et puis, mais c'est pas tout. Il y a des dissociations possibles de la mémoire. Il y a des mémoires. Alors, sans entrer dans les détails, les dissociations se font sur des catégories qui sont, alors on va passer sur le cas particulier de Gall et de la phrénologie, on va parler simplement des dissociations totales. Vous avez deux types de dissociations, soit en fonction de catégories, soit en fonction du temps, mémoire à court terme, mémoire à long terme. Alors, ça complique énormément le problème des traces, vous le sentez. Alors, on passe Gall, on va juste considérer les dissociations catégorielles de la mémoire. Vous avez, alors c'est tous ces auteurs vont proposer leur propre dissociation de la mémoire. Alors par exemple Galton, mémoire du général et du spécifique. Freud, mémoire du mot et de l'image. Bergson, mémoire matérielle et immatérielle. Freud, toujours mémoire consciente et inconsciente. Évidemment, la mémoire c'est très important dans le système freudien.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a la mémoire des parties et du tout, la mémoire primitive et intellectuelle, la mémoire des faits et des principes, etc. Donc il y a une sorte de prolifération jusqu'à ce que on arrive au système actuel qui va se développer à partir des années 1960, qui est la dissociation temporelle. Autrement dit, il y a des mémoires, il y a 3 types de mémoire. Il y aurait une mémoire à très court terme, on appelle la mémoire sensorielle. Ça, c'est juste ce qui se passe, par exemple, dans la rétine, la persistance de la lumière sur la rétine, à quelques millisecondes. Donc, c'est une mémoire qui est très courte, qui s'évanouit tout de suite, persistance de l'image rétinienne. Vous avez la mémoire à court terme, ça dure quelques secondes. C'est ce qui nous permet de nous souvenir de ce qu'on a fait immédiatement avant, l'instant d'avant. Si vous n'avez pas, ce qu'on appelle également la mémoire de travail. Donc si vous n'avez pas, évidemment, si vous perdez cette mémoire de travail, vous vous souvenez plus du tout que, par exemple, vous avez allumé une plaque chauffante, vous perdez totalement votre autonomie. Hein. Et puis vous avez la mémoire à long terme. Alors la mémoire à long terme, c'est de quelques secondes à toute la vie, éventuellement. Il y a le sens des mots, on le garde, la mémoire du sens des mots. Si on n'est pas dans la démence, à moins qu'on tombe dans la démence genre Alzheimer, par exemple, on la garde toute la vie, la mémoire du sens des mots. Hein. Donc, déjà, vous voyez, il y a différents types de mémoire qui correspondent à des phénomènes qui semblent bien différents. Et puis, la dissociation, elle va se poursuivre. Vous avez, par exemple, la mémoire épisodique. Là, c'est le bas du diagramme. La mémoire épisodique, c'est la mémoire des épisodes de notre vie. Des événements. La mémoire sémantique, c'est la mémoire du sens. Et la mémoire de l'identité personnelle. Le sens des mots, par exemple, c'est la mémoire sémantique. Et puis, vous avez la mémoire procédurale, c'est la mémoire de ce qu'on sait faire, conduire une voiture, etc. Donc, c'est clair que là, à une mémoire, à une dissociation temporelle, se superpose une dissociation catégorielle. Et donc, on a le diagramme qui est présenté là, c'est la manière dont on dissocie la mémoire aujourd'hui. Quand je dis on, eh bien, ce sont les neuropsychologues. Comment est-ce qu'on peut dissocier comme ça des mémoires ? On fait des expériences de neuropsychologie. On essaye de différencier ces mémoires et on essaye de rattacher ces différentes mémoires à des structures anatomiques différentes. Et on développe les lieux ainsi cérébraux de la mémoire. Donc, par exemple, la mémoire épisodique dont je vous ai parlé, ce serait plutôt dans l'hippocampe, l'amygdale, le néocortex, le lobe préfrontal, pour ceux qui aiment l'anatomie du cerveau, alors que la mémoire sémantique, c'est plutôt dans les lobes pariétaux, temporaux, donc plutôt sur le devant, c'est le néocortex, mais où il y a également l'hippocampe et l'amygdale, etc. Donc, qu'on appelle donc les lieux cérébraux de la mémoire. Donc là, on n'est plus dans l'incarnation de type galien, dans la matière cérébrale, on n'est plus dans les ventricules cérébraux des pères de l'Église, on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus spécifique. Ça, je vais passer. Au fond... alors on pourrait croire que les choses ne sont plus discutées. En réalité, les choses génèrent différentes positions vis-à-vis des traces. Alors, soit on considère que pour les souvenirs, il y a des lieux de stockage qui sont spécifiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la storage position. Donc, vous avez la position du stockage. La mémoire est un trésor. Nos souvenirs sont localisés quelque part dans notre cerveau, dans ces lieux de la mémoire, par exemple. Ou alors, vous avez une autre position, qui est la position dite procéduraliste. La mémorisation, les souvenirs ne sont pas localisés dans des lieux spécifiques, mais il y a un traitement de l'information qui est localisé dans les lieux spécifiques. D'accord ? Donc c'est une vision beaucoup plus dynamique. Le traitement, par exemple la mémorisation, la remémoration, correspond à des processus neurologiques sans qu'il y ait pour autant de lieu précis où on pourrait localiser les souvenirs. D'accord ? Donc c'est
ces deux perspectives, elles sont en concurrence et elles sont toujours discutées aujourd'hui dans les colloques sur la mémoire, etc. Les gens s'opposent là-dessus. La position la plus traditionnelle, c'est la position du stockage, des lieux de stockage. La position procéduraliste, elle se rapproche davantage, par exemple, de Descartes, et c'est l'idée d'un cerveau dynamique, d'un processus dynamique, effectivement, qui implique des voies spécifiques, mais pas de lieu précis de stockage. Donc tout ça pour dire qu'au fond, tout ça est encore en discussion. C'est une histoire sans fin, bien sûr, et sans compter tout ce qui va venir. Alors on arrive à la dernière partie, troisième partie, ce sera plus brève. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'identité ? Est-ce qu'on peut suivre les neurosciences, en particulier le propos de cette neuroscientifique qui dit que nos souvenirs, finalement, sont identifiés à nos connexions neuronales. Est-ce que ce sont nos connexions neuronales, donc, dont on a vu d'où ça venait, qui définissent véritablement notre mémoire autobiographique, notre mémoire identité, mémoire autobiographique. C'est le terme qui a été choisi pour traiter, par les neurosciences, pour traiter la question de l'identité. Alors tout ce qu'on a dit sur la question des traces et l'organisation de la mémoire, actuellement, est transposé à l'identité. Donc, simplement, ce sont des traces de notre identité, et non plus des traces de nos souvenirs. Donc, il n'y a pas de distinction qui est faite, si vous voulez, entre les traces qui correspondent à nos souvenirs et puis les traces qui correspondent aux souvenirs d'une façon générale. Donc, et finalement, à part les mémoires à court terme, la mémoire sensorielle, la mémoire de travail dont je vous ai parlé, toutes les formes de mémoire se révèlent contribuer à l'identité personnelle. La mémoire épisodique, mais également la mémoire sémantique. Alors la mémoire épisodique, on comprend. La mémoire épisodique, c'est la somme des événements qui nous sont arrivés dans notre vie. Donc on comprend que ça puisse faire partie de la mémoire autobiographique. Mais la mémoire sémantique aussi, elle est impliquée, celle qui donne du sens. Par exemple, la mémoire sémantique est impliquée à la connaissance de soi. Donc je me connais, comme on dit. Je me connais, ça veut dire je me souviens de ce que je suis. Et donc, c'est évident que la mémoire sémantique, elle fait partie aussi de la mémoire autobiographique. Donc en fait, toutes les mémoires font partie de la mémoire autobiographique, quelque part, de notre identité. Et ces mémoires, elles sont très liées à la vie affective. C'est évident que la mémoire autobiographique n'est pas une mémoire froide. C'est une mémoire qui, quand on mémorise, par exemple, plus facilement des événements que d'autres, des événements, par exemple, qui sont affectivement agréables. Ou, au contraire, les mauvais souvenirs, ou au contraire, désagréables. Quand on dit la vie affective, ça va dans les deux sens. Et donc, il faut essayer de comprendre, si on veut comprendre la mémoire autobiographique, comment l'affect, comment les émotions interviennent dans la création des souvenirs. Il y a une composante affective, qu'on appelle donc la mémoire affective, et il y a une composante sociale. Il est évident que la dimension collective, elle est essentielle. Quand on dit mémoire autobiographique, c'est la mémoire de ce qu'on vit, mais de ce qu'on vit aussi par rapport à autrui. Nos connaissances, nos relations, notre vie professionnelle, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de la mémoire autobiographique. Donc, vous voyez que le problème est extrêmement complexe. Alors, il y a de grands auteurs, bien sûr, qui ont parlé, qui ont étudié beaucoup ces travaux. Dans ce qui concerne la mémoire la mémoire affective, la notion même de mémoire affective, c'est Ribot, dont on a déjà parlé, qui va développer un peu théoriquement ça. Ribot dit que ressentir vivement les émotions et les raviver vivement sont deux opérations différentes. Donc, les travaux sur la mémoire affective de Ribot sont connus. Bon, Et puis, il y a également des auteurs, en ce qui concerne la mémoire collective, la mémoire sociale. Il y a des auteurs comme Halbwach, par exemple, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle, en 1925, « Les cadres sociaux de la mémoire », où il développe l'idée d'une mémoire collective.
d'une mémoire collective. Et un auteur donc anglo-saxon qui s'appelle Bartlett, qui explique un petit peu la même chose, c'est que finalement, ce que nous retenons ne sont pas tellement les informations, mais c'est le lien entre les informations. Et en particulier le lien avec l'environnement, c'est-à-dire l'environnement social en particulier. Donc Frédéric Bartlett, donc il y a des auteurs qui vont travailler la notion de mémoire autobiographique, mais surtout il y a des cliniciens qui vont observer qu'il y a des troubles de la mémoire autobiographique et de l'identité, et que ça existe. Alors par exemple, dans les cas de stress, donc les troubles de la mémoire autobiographique, c'est on ne sait plus qui on est, quoi, en gros. Hein. Donc il y a par exemple certaines situations de stress post-traumatique. Il y a des situations, une situation de stress post-traumatique. On a un souvenir d'un traumatisme qui hante, en quelque sorte, et par exemple les victimes de l'Holocauste ont des troubles de l'identité. Donc leur identité, elle est en quelque sorte façonnée par l'épreuve terrible qu'ils ont vécue à un moment donné. Et ils ne peuvent plus. Et donc l'Holocauste fait partie de leur identité. Quand vous écoutez les souvenirs, etc., donc ça, c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et c'est un trouble de la mémoire autobiographique, lié évidemment à l'importance du traumatisme. Le syndrome des faux souvenirs, c'est quand quelqu'un vous inculque des souvenirs d'événements que vous n'avez pas vécu en réalité. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome des faux souvenirs, donc c'est assez pervers. Hein. Oui, vous avez été violé dans votre enfance, etc. Donc la personne est finie par intégrer ça comme faisant partie de son identité en toute bonne foi. Hein. Donc ça a été étudié aussi. Les amnésies d'identité, c'est des pertes d'identité, on ne sait plus qui on est à un moment donné. Alors ça, ce sont des troubles psychiatriques, troubles dissociatifs, troubles dissociatifs de l'identité, etc. Bon, ça relève de la psychiatrie. Donc, mais il y a des pertes d'identité. Et puis, dans les maladies neurodégénératives, ça c'est fréquent par contre. La personne, à un moment donné, à la fin, l'Alzheimer, il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus reconnaître évidemment les proches, et on peut considérer que c'est un trouble de la mémoire autobiographique, évidemment. Alors, donc, il y a un lien entre la mémoire autobiographique et l'identité et le cerveau, c'est très clair. Il y a un lien. Mais lequel ? Et c'est ça un peu la difficulté. Alors, de la même façon, on peut expliquer des troubles de la mémoire autobiographique par ce qu'on appelle la distorsion collective et sociale. Alors, les cas de stress post-traumatique. Alors, par exemple, vous avez vécu les attentats, par exemple les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, et vous avez une altération de la mémoire autobiographique, ça a été observé chez les victimes, une hypermnésie. Une hypermnésie, donc là, ce sont les souvenirs que vous avez, dont vous ne pouvez pas vous débarrasser, de certains aspects, et une amnésie, donc, sur d'autres aspects. Par exemple, vous avez une hypermnésie, vous avez des images horribles qui vous hantent. Par contre, vous allez oublier les circonstances exactes de l'événement. Donc, ce sont des troubles de la mémoire autobiographique. La maladie chronique, bon, vous attrapez un cancer. C'est ça, pourquoi la distorsion ? Parce que, normalement, il y a une espèce d'harmonie, il y a un accord entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Mais, dans le cas de stress progressif, tout se passe, post-traumatique, tout se passe comme s'il y avait un désaccord entre la mémoire personnelle et la mémoire collective. Alors, c'est mieux, ou la mémoire sociale. C'est mieux perceptible dans la maladie chronique. Vous attrapez un cancer, par exemple, vous êtes en situation professionnelle et on vous apprend que vous avez un cancer. Bon. Alors,
là, il peut y avoir des troubles de la mémoire autobiographique. C'est-à-dire que vous n'êtes plus en accord avec votre mémoire personnelle. L'expérience que vous avez n'est pas en accord avec l'événement, n'est pas en harmonie avec l'événement inattendu qui vient de vous arriver. Et vous avez donc une distorsion entre votre mémoire personnelle et puis le collectif, là, qui correspond à votre milieu de travail. Donc vous allez avoir peur, par exemple, du jugement que vont porter vos collègues, vous n'allez rien dire, ou alors... bon. Et ça peut amener des troubles de la mémoire autobiographique. Ça peut être considéré comme un trouble de la mémoire autobiographique, une maladie chronique, par exemple, en milieu du travail. Et puis la maladie neurodégénérative aussi, l'Alzheimer, apporte aussi des troubles de la mémoire autobiographique. Par exemple, lorsque la personne est plongée dans un autre milieu, par exemple une EHPAD fermée, il y a un désaccord entre la mémoire individuelle, qui est faite de souvenirs autobiographiques agréables, donc la vie normale, un vécu normal d'une personne, et puis cette situation traumatisante, là c'est pas la maladie, mais c'est le fait d'être dans un établissement sans rapport avec son domicile, avec de nouvelles règles, une vie collective, etc. Il y a une disharmonie qui se fait, qui peut créer des troubles de la mémoire autobiographique. C'est-à-dire que la personne se réfugie en quelque sorte dans la maladie, je ne sais plus qui je suis, ce n'est pas moi qui est là. Donc ça explique un peu des propos étranges qui sont tenus par certains malades atteints d'Alzheimer. Alors du coup, donc on arrive à la fin, les neurosciences déterminent les lieux cérébraux de la mémoire, mais c'est quasiment la même diapo, c'est la même diapo même, ce sont également les lieux cérébraux de l'identité. Puisque toutes les structures cérébrales, on a dit, toutes les formes de mémoire sont impliquées dans l'identité. Donc on peut dire que on répète au fond cette histoire. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut localiser dans certaines zones cérébrales certains souvenirs? C'est la position, je vous rappelle, les partisans du stockage, le storage position, etc. Alors, auquel cas, eh bien, les modifications de connexion neuronale auraient lieu dans certaines zones bien particulières du cerveau, si on ajoute donc la notion de plasticité synaptique qui a été... donc on repose encore cette question. Est-ce que les modifications synaptiques ont lieu dans certaines zones cérébrales précises ou pas? Alors c'est là que il faut avouer son ignorance, donc c'est la fin de la conférence. Pour l'instant, on n'a pas localisé de modifications, on a localisé des lésions qui correspondent à certains troubles de la mémoire, mais on n'a pas localisé des lieux précis où ces connexions cérébrales ou des connexions cérébrales auraient pu être modifiées, ce qui correspondrait à des souvenirs et ce qui différencierait aussi les individus, donc la mémoire autobiographique, les individus entre eux. Donc on n'est pas arrivé à ce degré de finesse. Et certains disent d'ailleurs que c'est un travail qui est illusoire. Là, on est dans une perspective, celle des neurosciences, mais il y a aussi des gens qui considèrent que toute cette tentative est une erreur depuis le départ. Par exemple, on en parlera peut-être dans la discussion. Donc, faut-il localiser des traces? En tout cas, c'est le destin des sciences occidentales depuis Platon, Aristote. Alors, c'est clair qu'on n'a jamais cessé de tenter de localiser des traces, essayer de relier les traces et l'identité. Est-ce que c'est vain? Voilà. Alors il y a quand même quelque chose pour terminer qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Alors notre cerveau est actif quand on lui demande de faire des tâches. Donc ça, ce sont des techniques qui permettent, par exemple d'imagerie cérébrale, permet d'obtenir ce type d'image. Donc quand on demande à un cerveau de faire quelque chose, il y a des petites lumières, il y a des petites zones qui s'illuminent, qui sont excitées. Mais ce qui est le réseau du mode par défaut, c'est quand notre cerveau est au repos, on pourrait en conclure que rien ne s'allume. En réalité,
Le cerveau est jamais, à part le cerveau mort, il est jamais inactif, même quand on ne fait rien. Il y a toujours un réseau, qu'on appelle le réseau du mode par défaut, un réseau de neurones qui fonctionne même quand vous ne faites rien. Hein, le cerveau fonctionne plus quand vous êtes mort, hein, c'est tout. Et par exemple, là, cette figure vous montre que, alors, les pastilles sont de différentes tailles et de différentes couleurs, donc plus vous avez des pastilles rouges et grosses, plus ça veut dire que les zones sont actives. Donc ça, on visualise le réseau du mode par défaut. Alors, quel est le rapport avec la mémoire autobiographique ? Eh bien, ce réseau du mode par défaut serait impliqué, c'est une hypothèse, dans la connaissance de soi, dans l'introspection, dans la mémoire autobiographique. Donc, voilà, on implique un réseau, mais on n'arrive pas à aller au-delà, évidemment, à localiser très précisément. Donc, c'est toujours... Alors, ce réseau du mode par défaut interviendra également dans l'inconscient. Dans l'inconscient, vous savez que nous avons des souvenirs inconscients liés à l'enfance, hein, dirait Freud, eh bien, on aurait la traduction neurale de cet inconscient dans le réseau du mode par défaut, qui serait évidemment l'inconscient qui fait partie aussi de la mémoire autobiographique, qui génère évidemment notre mémoire individuelle. Voilà, donc je conclus en disant ce que je vous ai déjà dit, qu'il y a un lien entre la mémoire et l'identité, c'est clair, et il y a un lien entre la mémoire et l'identité, le cerveau. Ça, c'est plus du tout contestable. On sait même quelles sont les différentes composantes de la mémoire qui sont impliquées dans l'identité. Alors, c'est pas compliqué, c'est toutes, sauf peut-être la mémoire à très court terme. La mémoire de travail, on l'oublie, et puis voilà, ça ne fait pas partie de votre identité de vous souvenir ce que vous faites l'instant immédiatement avant. Mais les autres mémoires sont impliquées, voire l'inconscient est impliqué dans... Alors, on arrive à visualiser ces processus par l'imagerie cérébrale, par exemple, mais on n'arrive pas à associer ces données, par exemple, qui proviennent de l'imagerie cérébrale, avec l'identité personnelle. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à localiser les souvenirs dans des zones cérébrales actives, déterminées pour l'instant. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette passionnante communication. Alors, je sais que pour moi, c'est beaucoup d'informations à assimiler. Ça fait beaucoup de travail pour ma mémoire immédiate. Et j'imagine que ça a suscité parmi vous des questions. Donc, là, notre collègue qui est là-haut, qui a des micros à votre disposition, si vous voulez poser des questions. Non, parce que moi j'en ai, mais je vais pas créer la priorité. Non. Alors je vais me lancer. Une question sous forme d'anecdote. Donc pendant le repas dominical, tout se passe bien, on est entre la poire et le fromage, et ma fille, qui est à l'époque 6 ou 7 ans, me demande comme ça, à brûle-pourpoint, avec les enfants, on n'est jamais préparé, papa, est-ce que c'est moi ou mon cerveau qui commande ? Alors, j'ai pas tout de suite répondu, alors je vous le cache pas, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Mais là, elle posait la question qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est celle de l'identité, ainsi que d'autres questions philosophiques tout aussi importantes, qui sont celles de la liberté, notamment de la liberté et de la responsabilité. Dans ces mémoires, qu'elles soient stockées ou qu'elles soient, ou en anglais ce serait un web, un réseau, quelle est la part de notre choix dans la constitution de notre identité ? Si on dit, si j'ai un cerveau et je suis un cerveau, enfin là, en toute modestie, quand je dis je suis un cerveau, il y a des collègues qui vont dire c'est pas nous qui choisissons forcément, comme vous l'avez très bien montré, et d'une certaine façon, ce que nous considérons comme notre identité, pour une grande part, ne dépend pas de nous. C'est vrai. Est-ce que ça devient, dans ce cas-là, on a eu une conférence qui s'appelait l'aventure de l'identité, est-ce que ça ne vient pas d'une certaine façon un destin ? Alors, c'est une question... c'est la question de ma fille.
Les grandes, maintenant, je pense qu'elle a répondu. Donc je vous remercie de me l'avoir posée. C'est une question métaphysique. Hein. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à quel point, au fond, sommes-nous un cerveau ? Est-ce que nous ne sommes qu'un cerveau ? Est-ce que nos souvenirs correspondent à des modifications de connexion cérébrale et c'est tout ? Alors c'est la grande question, c'est une question philosophique embarrassante, hein, qui a embarrassé les penseurs depuis le début. Il y a une thèse qui domine, disons, chez les neuroscientifiques, c'est que le cerveau et l'esprit, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle la thèse psychophysique de l'identité. Le psychique et le physique, c'est la même chose. Ce sont deux faces d'un même phénomène. Donc, c'est une position qui est anti-dualiste, si vous voulez. C'est une seule substance qui, à la fois, constitue l'esprit et la matière, donc c'est ce qu'on appelle le matérialisme identité, qui s'oppose au dualisme, c'est-à-dire que l'idée qu'il y aurait deux substances. Il y aurait l'âme, la conscience, l'esprit, enfin, on l'appellerait comme ça, et puis d'autre part la matière, le cerveau. Et là, effectivement, le problème se pose de savoir est-ce que finalement c'est l'âme, qu'est-ce qui décide, hein, comme dit votre fille, est-ce que c'est le cerveau qui commande ou est-ce que c'est l'âme qui commande ? Est-ce que je suis un cerveau ou est-ce que je suis... Mais cette question en elle-même, elle implique, elle sous-entend une position dualiste, c'est-à-dire qu'il y a deux choses différentes, l'âme et le cerveau. Les neuroscientifiques ont contourné en quelque sorte ce problème, influencé par un certain nombre de philosophes comme Spinoza, par exemple, en disant que Descartes a tort, hein, vous vous souvenez des bouquins de Damasio, Descartes a tort, c'est Spinoza qui a raison, en gros, bon, alors, on s'est beaucoup moqué de ça, parce que ceux qui étudient la philosophie de Descartes et ceux qui étudient la philosophie de Spinoza disent que ce sont des simplifications extraordinaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient d'un neuroscientifique. Et la thèse de Damasio, parce que bon, moi je fais de l'histoire des sciences, je m'intéresse évidemment au travail des scientifiques. Et donc, comment il a récupéré en fait cette idée Damasio, que Spinoza avait raison et Descartes a tort, c'est en considérant cette question. La dualité, non, la dualité, le dualisme, Descartes par exemple, nous amène à des questions insolubles. Par exemple, est-ce que je suis un cerveau ou est-ce que je suis une âme, une conscience ? Tant que vous posez le problème de cette façon, vous ne pouvez pas faire progresser les sciences. Mais si vous considérez que c'est la même chose, de dire je suis un cerveau ou je suis un esprit, vous êtes dans le postulat de l'identité psychophysique, et là, vous pouvez commencer à travailler sur cette hypothèse, et puis vous pouvez essayer de faire de l'imagerie cérébrale, etc., etc., et voilà. Donc, votre question, si vous voulez, n'a pas tellement de réponse. Tout dépend du postulat métaphysique sur lequel vous parlez, duquel vous partez, en gros. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. Enfin, donc, par conséquent, les scientifiques, quelle que soit leur position, ont un postulat métaphysique concernant ces questions. Bien sûr. Ils n'en ont pas toujours conscience. Ouais. Ils n'ont pas toujours conscience de ça. Ils ne sont pas encore matérialistes. Si. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas matérialiste quelque part, vous ne pouvez pas faire des neurosciences, etc. C'est leur façon d'être matérialiste. C'est le matérialisme identité, c'est le postulat de l'identité psychophysique. L'esprit et le cerveau, c'est la même chose. Mais s'ils seraient spiritualistes, s'ils étaient dualistes, ils seraient spiritualistes. Et pour eux, il faut éviter absolument de penser deux substances différentes. Il y aurait un esprit qui reposerait sur rien, quoi, une sorte de fantôme. Et puis il y aurait une matière, Et puis le problème, ce serait de lier les deux. Ça, c'est la position cartésienne. Et ça suscite tellement de difficultés et de rejets qu'ils se sont précipités vers l'identité psychophysique, vers Spinoza, vers donc cette idée qu'il n'y a pas deux substances, mais une seule substance.
Donc c'est Spinoza qui aurait raison. Enfin, en tout cas pour eux. Alors maintenant, ils n'en ont pas forcément conscience. C'est pas forcément aussi clair. Oui. Si vous interrogez des neuroscientifiques, ils vont vous dire bah non, on fait de l'imagerie, tout ça. On s'en fiche de ces questions métaphysiques. Mais en réalité, leur travail repose sur une métaphysique particulière, qui est une position, une posture particulière. Voilà. Et donc, c'est pas neutre. Hein. Les sciences ne travaillent pas de manière neutre, en l'absence de toute hypothèse. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des questions? Est-ce que ça a suscité des questions? Alors, toutes ces problématiques, évidemment, ont des conséquences philosophiques, mais également, on pourrait voir du côté des maladies mentales, puisque ça a aussi des implications. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une maladie mentale? Tout à fait. Vous aviez parlé aussi de la liberté. Oui. Alors, juste, je réponds à ça avant de passer, si vous voulez, aux maladies. La liberté, là-dedans, évidemment, c'est le prix à payer. C'est-à-dire que, à partir du moment où... alors, pour sauver la liberté, la volonté, c'était la solution miracle, c'était l'âme. Dans la philosophie moderne, à partir de Descartes, comme je vous dis, il y a une persistance de cette âme. Malgré les hypothèses physiologiques, matérielles, etc., il y a toujours cette hypothèse de l'âme qui garantit le libre arbitre, qui garantit que nous ne sommes pas totalement dépendants des lois de la matière, en gros. Il y a cette âme. Mais évidemment, conserver l'âme, du coup, c'est avoir une position dualiste. Donc il y a un dualisme de fait, très souvent, qui est adopté qui est celui de la philosophie moderne. Alors, si vous dites qu'il n'y a plus que l'esprit et la matière, c'est la même chose, quelles conséquences sur le libre arbitre? C'est la question qui... Je pense que Descartes avait bien vu ces difficultés, parce que tout à fait. La distinction tranchée, claire, nette entre deux substances, je ne suis pas un pilote dans mon navire. Il y avait un lien, il y a toute une construction autour de la glande pinéale. Comment est-ce que ces deux substances finalement finissent par s'influencer l'une l'autre? Il y a le traité des passions, etc., etc. Et pour revenir aux maladies mentales, qui est vraiment les maladies les plus difficiles à soigner avec les maladies de la peau. Je crois que c'est Canguilhem qui disait ça, il me semble. Quel est le lien entre cette organisation et les cérébrales que vous évoquez et les manifestations psychiques, qui sont visibles socialement, en fait? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certaines lésions qui sont associées à certains déficits. Alors, est-ce qu'on peut aller au-delà? C'est-à-dire quelle est... Et il y a certains processus, notamment au niveau neurochimique, au niveau génétique, etc., il y a une mécanique de la maladie mentale qui n'est pas totalement élucidée. Il faut quand même... Il y a beaucoup d'hypothèses... Et les maladies mentales, en fait, la grande difficulté, c'est que ce sont des maladies polyfactorielles. C'est-à-dire qu'il y a un facteur génétique, quel est son poids, il y a un facteur environnemental, quel est son poids. Donc, la causalité, si vous voulez, la cause et le déroulement pathogénique, y compris à l'échelle moléculaire de la maladie mentale, elle n'est pas claire. Alors après, ça dépend de quelle maladie on parle. Vous avez l'anxiété, c'est pas la même chose que la schizophrénie. La dépression, c'est pas la même chose que les troubles bipolaires, etc. Et chaque trouble correspond, on cherche dans chacun de ces troubles à impliquer des structures et des mécanismes différents. Donc, pour l'instant, on n'est pas arrivé à dire clairement, voilà, la personne est schizophrène, parce qu'elle a tel marqueur, par exemple biologique, parce qu'elle a tel mécanisme au niveau cérébral, au niveau synaptique, qui crée cet état, qui émerge donc, parce qu'il y a cette idée de l'émergence. Le comportement normal ou pathologique émerge d'un système biologique. Alors il y a une énigme de cette émergence. Comment est-ce que des propriétés psychiques
des facultés comme la mémoire, l'imagination, peuvent émerger, c'est le terme qui est utilisé, émerger de connexions cérébrales d'éléments matériels. Là, on revient sur la question qui est tout à l'heure, enfin de votre question de tout à l'heure. Donc on arrive, si vous voulez, à une impossibilité d'aller véritablement plus loin, sauf à laisser, comme le faisaient les philosophes de l'époque moderne, libre cours à l'imagination, les esprits animaux, etc. Donc pour conclure, je ne sais pas si j'ai répondu pour la question des maladies mentales. Donc d'une certaine façon, on peut conclure que l'identité personnelle, individuelle, est provisoire et toujours menacée, en fait. Elle est provisoire, elle est menacée. Qu'est-ce que vous voulez dire par menacée ? On peut perdre la mémoire, partiellement, mémoire immédiate, mémoire longue. Vous avez évoqué... Elle est fragile, oui. Elle est fragile, oui. Alors, elle est fragile. Alors, ça dépend de quoi on parle exactement. Par exemple, dans la mémoire sémantique, la mémoire du sens, la mémoire de la connaissance de soi, elle est en réalité très solide. Elle ne cède que en cas de pathologie lourde, type démence, Alzheimer, etc. Et là, vous ne savez plus du tout. Là, vous avez des troubles d'identité. Mais il y a d'autres formes de mémoire qui sont beaucoup plus fragiles, et qui font partie aussi de la mémoire autobiographique, comme par exemple la mémoire épisodique, la mémoire de ce qui vous est arrivé. Bon, ça, on oublie. On oublie des événements de notre vie, des épisodes de notre vie, heureusement, parce qu'ils ne sont pas tous agréables, alors si on les oublie, tant mieux, sans pour ça perdre notre identité. Donc, il y a mémoire et mémoire. Les mémoires sont plus ou moins fragiles. Il ne faut pas s'inquiéter de la perte, par exemple, de la mémoire épisodique, jusqu'à un certain point. Par contre, la mémoire sémantique, quand vous oubliez, vous ne savez plus vous exprimer, ça devient tout à fait irrécupérable. Alors, donc, je dirais, il y a différents niveaux de l'identité. Une question, on a encore 4 ou 5 minutes, je pense. Oui, merci. En fait, j'ai 2 questions. Est-ce que finalement l'ignorance, ou plutôt les limites de la science, ne sont-elles pas garanties aussi de notre liberté ? Parce que, sans vouloir imaginer un film de science-fiction, si on pouvait identifier précisément les lieux de certains souvenirs, est-ce que ça ne pourrait pas être utilisé à un niveau politique ? Je pense par exemple dans certains pays qui essayent de modifier leur histoire officielle, et est-ce qu'à un niveau collectif, enfin voilà, j'imagine des choses qui font un peu peur, mais est-ce que finalement on ne se protège pas en cachant le lieu de nos souvenirs ? C'est quelque chose que j'ai l'impression qui relève de quelque chose de très individuel. Et ma deuxième question, qui est un peu liée, est-ce que certains événements, vous avez parlé de l'Holocauste, mais plus généralement des événements traumatiques collectifs, comme donc les génocides en général, peuvent conduire, est-ce que des expériences ont montré une surreprésentation de maladies neurodégénératives comme Alzheimer dans certains pays où il y aurait eu lieu des génocides ? Voilà, merci. Alors donc la première question, c'était la question de l'ignorance. Alors, moi en tant qu'épistémologue, historien des sciences, etc., donc moi j'aime bien les sciences. Ça vous a peut-être pas échappé. Maintenant, ça ne signifie pas que il n'y ait pas des questions éthiques qui se posent évidemment par rapport à tout progrès scientifique. Et le lien de certains progrès avec l'idéologie est évident. Donc il y a un livre de Canguilhem qui est connu, qui s'appelle « Idéologie et rationalité dans les sciences de la vie », où il explique que là c'est pas la psychologie, c'est la biologie. Enfin bon, on est à l'interface là, vous voyez, avec la mémoire.
Dans toutes les positions, finalement, même apparemment les plus neutres, par exemple concernant la théorie de l'évolution, il y a toujours un élément idéologique. Et il y a toujours des conséquences idéologiques. Donc ça veut dire que les scientifiques ne sont pas innocents. Ou alors ils sont absolument... Ou alors ce sont des enfants. Alors moi, j'arrive pas à croire que les scientifiques qui ont réellement fait progresser les questions, etc., soient des enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une conscience des conséquences, effectivement, des travaux qui sont faits. Mais ça, c'est pas spécifiquement les neurosciences. En physique atomique, c'est pareil. Donc, à un moment donné, on ne joue plus. Moi, je pense que la science, c'est un jeu, mais c'est un jeu sérieux. Et à un moment donné, on ne joue plus, parce que les conséquences sont tellement évidentes, par exemple dans le cas ici de la mémoire. Il est évident qu'on pourrait imaginer des manipulations. Il y a ce qu'on appelle le syndrome des faux souvenirs. On pourrait imaginer des faux souvenirs qui seraient implantés, et c'est quelque chose qui n'est pas inimaginable maintenant avec l'IA, implantés dans le cerveau, et qu'on pourrait ainsi modifier la mémoire autobiographique des individus. Donc ça devient de moins en moins de la science-fiction, ça. Bon, maintenant, ce qui peut aussi, modérer le pessimisme, c'est le rapport coût-bénéfice. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que là, on est dans l'expérimental, on est dans la recherche expérimentale de laboratoire, on est dans quelque chose qui est absolument pas généralisable, par exemple, en l'état actuel des techniques, les techniques par exemple des implants, on est dans quelque chose qui est impossible à réaliser à l'échelle de la population. On modifie, par exemple, les troubles moteurs par stimulation cérébrale profonde chez les parkinsoniens. Voilà ce qu'on arrive à faire. Chez certains parkinsoniens, parce que tout le monde ne va pas supporter l'implantation d'électrodes. Donc, on pourrait, pourquoi pas, imaginer dans ce cas-là de manipuler, par des techniques un petit peu analogues, manipuler le comportement, manipuler le psychisme des gens. Bien sûr, c'est quelque chose qui est toujours imaginable, toujours possible. Mais est-ce que c'est une raison pour arrêter toute recherche en ce domaine? Moi, je me suis fait mon opinion. Moi, je dis qu'il y a un rapport coût-bénéfice et que les bénéfices aussi de ce type de recherche, elles existent. Ils existent. Alors voilà. Après, on est dans des questions d'éthique que d'épistémologie. Jusqu'où aller Moi, je crois qu'il y a une espèce de côté inéluctable dès qu'une recherche est possible, techniquement, elle est faite. C'est comme les manipulations génétiques. Dès que c'est possible, ça se fait. Quelque part dans le monde, mais ça se fait. Plus ou moins clandestinement, plus ou moins légalement, ça se fait. Donc, autant se préparer à cette idée. J'ai dit, je suis d'accord sur les risques. Alors, la deuxième question, je me souviens plus ce que c'était. La fréquence des pathologies chez les personnes dont la mémoire collective a subi des drames. Alors moi, je n'ai pas étudié cette question. Donc je ne peux pas vous dire si telle pathologie est plus fréquente dans ces populations. Après, il y a une ou pas. Là, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous répondre. Je dis, les choses ont dû être... c'est de l'épidémiologie mentale, ça, c'est de l'épidémiologie. Il faudrait se référer à ces questions. Donc, voilà. Là, franchement, je ne sais pas. Bon, ce qui est certain, c'est que la chose est très différente. Une chose est très différente d'avoir vécu soi-même les choses. Par exemple, la Shoah. Mais là, il n'y a plus beaucoup de... Voilà. Et puis, d'avoir eu un récit qui peut être traumatisant aussi, mais
la situation elle est très différente. Et donc il faudrait déjà différencier les populations. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir une population qui a directement été en contact, mais il y a aussi des études qui ont été faites, par exemple sur les victimes d'attentats, par exemple à Paris, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Donc il faudrait faire des études prospectives pour savoir si ces gens-là, qui sont encore vivants, il n'y a pas très longtemps, si ces gens-là vont attraper davantage de pathologies mentales, vont être plus susceptibles d'attraper telle ou telle pathologie mentale dans l'avenir, faire ce qu'on appelle les études prospectives. Je ne sais pas. Probablement c'est des études qui ont lieu, mais je n'ai pas enquêté véritablement sur le sujet. Alors pareil. Il faudra voir dans le temps les conséquences de la guerre, par exemple, en Ukraine. Est-ce qu'il va y avoir des pathologies spécifiques liées à la guerre ? Alors, une chose aussi est d'avoir vécu soi-même la guerre ou les bombardements, et une chose est d'en avoir entendu parler par les parents. Là, ça devient de la mémoire collective, et ça n'a pas tout à fait le même impact. Ça a un impact, les commémorations, etc. Donc c'est quelque chose qui est étudié, mais en même temps, le contact, le vécu direct des gens, effectivement, l'importance du vécu direct sur les troubles, ça c'est évidemment infiniment supérieur. Merci beaucoup. Nous allons devoir, à regret, nous quitter. Nous remercions encore le professeur Jean-Claude Dupont pour cette passionnante intervention. Et je vous invite à revenir le mercredi 19 avril. Si ma mémoire est bonne, il y avait eu un petit problème de date. Nous recevrons Madame Gaëlle Pontarotti qui, elle, nous fera une conférence intitulée « L'hérédité fait-elle l'identité ?» Donc on poursuit notre exploration de l'identité et des sciences, le cerveau, puis nous verrons ensuite avec des choses plus biologiques, on va dire, plus liées à l'ADN et ces choses-là. Merci beaucoup. Merci Eric. Et bonne journée. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.